Vostra. Google était le principal moteur de recherche menacé par ChatGPT. Et là, Google s'adapte en intégrant ça directement au sein du moteur de recherche. Côté éditeur, on peut évidemment imaginer peut-être la défiance ou le risque pour les éditeurs, puisque d'une requête compliquée aboutira un résultat précis donné directement dans la page des résultats. Donc c'est encore moins de trafic envoyé vers les éditeurs, donc moins de monétisation, moins d'exposition à la marque, à notre média. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama Pastille Actu aujourd'hui. Et je reçois pour m'accompagner dans cette Pastille Actu Robin Amptaz. Robin, bonjour. Bonjour François. Alors vous devez commencer à le connaître, Robin, consultant média dans l'équipe Mediarama chez Cosa Vostra. Ravi de te retrouver pour cette Pastille Actu de la mi-mai 2023. On est à distance, voilà, ce qui pourra peut-être expliquer ou pas certains décalages. Je le précise, je suis à Bordeaux. Pour cette Pastille Actu, alors un programme varié, assez éclectique. Il y a quand même pas mal de choses qu'on a identifiées dans cette semaine. On va parler d'IA. Alors une fois n'est pas coutume, hein, c'est quand même le sujet, le fil rouge en ce moment, notamment dans les médias, pas que, mais notamment avec Google. On va parler d'un fait insolite, mais qui peut être inquiétant, le piratage, une sorte de piratage pour Le Parisien. J'en dis pas plus, on commentera tout à l'heure. Un système pas de notification, mais de notation sur la crédibilité des podcasts d'actu par NewsGuard. Un petit passage par le mercato dans les médias, ça bouge toujours beaucoup dans cette industrie, beaucoup de mouvements de concentration, de rachat. Cette semaine n'y échappe pas mal de news là-dessus. Et puis une lecture cool d'un article de Mathieu Deslandes pour la revue des médias de l'INA, dans une plongée dans les coulisses de Télé 7 jours, en fin de cette pastille actu. Mais donc tout de suite c'est parti pour ce programme. Donc je parlais d'IA avec Google qui veut changer un peu dans le search, donc changement un peu de paradigme, puisqu'ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle SGE pour Search Generative Experience, voilà, qui permet en fait de donner des réponses. J'essaie d'expliquer de manière simple dans les résultats directement une réponse pertinente générée par l'IA, et ça pose évidemment plein de questions. Est-ce que tu as pu voir cette news alors peut-être pas tester, Robin, parce que ce sera disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps, mais qu'est-ce que tu penses que ça peut un peu bouleverser pour les éditeurs de presse notamment? C'est super intéressant sur toute la prolongation et toutes les applications en fait qu'on peut faire sur l'intelligence artificielle, et du coup Google qui était le principal moteur de recherche menacé par ChatGPT, le search est menacé, et là Google s'adapte du coup en intégrant ça, l'intelligence artificielle directement au sein du moteur de recherche. En effet, on peut pas le tester pour le moment, et c'est pas sur toutes les requêtes. Et puis il y a encore des réglages de ce que j'ai vu, puisque ils ont envie de vraiment faire quelque chose d'objectif et qui ne donne pas d'opinion. Et indirectement, apparemment, dans les réponses, il y a toujours un peu des opinions dans ce qui est donné, notamment en cherchant des artistes. Par exemple, Google va dire si ils sont meilleurs, quel est leur meilleur album ou leur meilleure performance. Google ne veut pas ça. C'était le cas pour Adele, hein, le journaliste qui testait, en fait, et donc la réponse générée par IA disait qu'Adele était meilleure en concert que sur les albums. En fait, c'était un résultat qui était tiré d'un blog de fans, mais donc ça donnait une opinion. Donc il y a encore quelques réglages, effectivement, ce qui est justement, disait que c'était un fail, hein, l'ingénieur qui s'occupe de ça, puisque ça devrait absolument pas
arriver. Donc il y a encore un petit peu de travail là-dessus. Et puis ensuite, il y a toute la question du coup, que va devenir, comment en fait, on en parlait la dernière fois dans une autre pastille actu, mais comment en fait dompter ce nouveau moteur de recherche, ce nouvel algo, les prompts. Il y a toute une science qui se développe autour des prompts, et comment faire des bons prompts efficaces. À l'agence, il y a certaines personnes qui commencent un peu à y réfléchir justement, et en fait, ça va demander pas mal d'adaptation à tout le monde, je pense, de faire des bons prompts et des bonnes recherches, comme sur Google. Il fallait qu'on apprenne à rechercher par mots-clés ou à pas poster un peu le contraire de ce qu'il y a aujourd'hui, mais pas poster une longue phrase pour rechercher quelque chose sur Google, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, effectivement, côté utilisateur, ça va changer et il faudra s'adapter. Côté éditeur, on peut évidemment imaginer peut-être la défiance ou le risque pour les éditeurs, puisque d'une requête compliquée aboutira un résultat précis donné directement dans la page des résultats. Donc c'est évidemment encore moins de trafic envoyé vers les éditeurs, donc moins de monétisation, moins d'exposition à la marque, à notre média. Donc évidemment, ça va être compliqué. Ça va être aussi compliqué pour les éditeurs qui font de l'affiliation en diversification, puisque si on demande quel est le meilleur casque pour moi et qu'on a le résultat directement là qui correspond à mon budget, à mon usage en shopping, c'est pareil, tous les sites qui reposent sur l'affiliation. On est vraiment dans ce paradigme où c'est plus on met en avant des résultats et on envoie vers ces résultats, mais on répond directement. Alors c'est un mouvement qu'il y avait déjà depuis avec des snippets. Si on était bon en SEO, on pouvait avoir les bonnes informations, mais là c'est encore un cran dessus. Et puis il y a toute la question, mais comment un éditeur peut-il s'assurer que c'est la même question qu'il y a avec le référencement, mais comment peut-il s'assurer qu'il sera tout en haut de la recherche? Donc comment s'assurer que son article sera pris en compte dans la réponse générée par l'IA? Google dit que du coup dans ces réponses générées, il y aura du coup des liens vers les sites qu'il utilise pour agréger sa réponse. Mais comment est-ce que les éditeurs vont pouvoir s'assurer que leur réponse est pertinente? Il y aura le référencement, du coup, le SEO à prendre en compte, mais est-ce qu'il y aura une autre logique pour cette intelligence artificielle? Ouais, ça pose vraiment beaucoup de questions sur le SEO. Je pense que c'est vraiment des sujets à regarder de près en ce moment. On en parlait, alors c'était en interne dans le hub, mais sur tout ce qui va être optimisation, les plugins de ChatGPT à intégrer dans les médias. Je pense qu'on reviendra dessus, mais voilà, gros point d'attention quand on dépend effectivement en vaste majorité, notamment en France, d'un moteur de recherche et qu'une partie du trafic importante vient de là et qu'il y a un gros changement de règles comme ça. Évidemment, c'est compliqué et à regarder de très près pour les éditeurs. Donc je le rappelle, ça s'appelle SGE, Search Generative Experience, et ça va le faire que s'accélérer, comme tu l'as dit. Google était obligé de bouger vite avec ce chamboulement de ChatGPT. Ils ont fait énormément d'annonces là à leur conférence développeurs, et c'était du 100% IA. Tout était tourné sur l'IA, donc ça va pas aller en se ralentissant. Deuxième news, aucun rapport, qui est un peu technique, un peu politique, c'est Le Parisien qui has been pwned, comme on dit dans les jeux vidéo. C'est Le Figaro qui nous raconte ça. C'était en fin de semaine dernière. Il y a un site pirate qui a donc copié-collé Le Parisien, donc avec une URL très proche, leparisien.tld. Alors vous pouvez aller voir, mais ça a été désactivé entre-temps, qui avait donc entièrement pompé le site du Parisien. Alors non pas pour détourner des revenus publicitaires, mais plus a priori à des fins politiques. Je sais pas si ce que t'en penses, est-ce que ça t'évoque cette news? Non, mais c'est ça, c'est vraiment juste de la désinformation. Ça me fait penser en fait aux hackers en fait qui parfois demandent des paiements sur des faux sites du gouvernement ou autres. Là, on fait pareil, mais avec du coup pas des paiements directement, mais juste de l'information et du coup manipulation de l'opinion. Je sais pas dans quelle mesure, vu que c'était de la désinformation sur les sujets sur l'Occident, la guerre en Ukraine, etc., dans quelle mesure le site était diffusé dans d'autres pays. Mais voilà, c'est un vrai sujet et peut-être qu'il y a d'autres répliques qui circulent de sites. Peut-être que Le Monde est aussi. Ouais, probablement. Alors je sais pas si. Alors c'est une bonne question, puisque en l'occurrence il y a eu de l'achat
fait sur Facebook, sur ce site. Donc, j'imagine qu'on pourrait le retracer. J'imagine que si ça a été fait en France pour le Parisien, ça a dû être fait dans d'autres pays. Et évidemment, comme tu le disais, il y avait beaucoup d'articles contre l'Occident, contre la guerre en Ukraine, contre Zelensky. Donc, on peut imaginer, sans prendre trop de risques, d'imaginer que c'est une initiative pro-russe. Mais en tout cas, effectivement, c'est incroyable. Et on voit la facilité d'un scénario comme ça. Donc on inonde, on fait ça, on envoie sur Facebook et j'imagine que beaucoup de gens tombent dans le panneau et même si on le voit, probablement le mal est fait et je sais pas si on peut se prémunir contre ça. J'imagine que non, hein. Copier un site, c'est quand même extrêmement simple. Ouais, et puis ça pose la question aussi, mais en fait le site, dans quelle mesure on peut lui faire confiance? Donc heureusement NewsGuard intervient, mais dans quelle mesure, par exemple, je vois une news sur un réseau social où l'information aussi peut parfois être un peu douteuse, et ensuite je veux vérifier l'information sur Internet et je tombe sur ce faux site du Parisien. Ça fonctionne tout un peu en réseau, donc en France, c'est un peu la première fois qu'on voit ça, je crois, mais dans les autres pays où il y a moins de surveillance, où il y a moins des plus petits médias qui peuvent se faire hacker sans qu'une institution leur vole à leur secours, je me demande ce que ça peut faire comme dégâts, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est très très dur de le mesurer, hein, et tu as raison de citer NewsGuard. C'est quand même ce genre d'initiative. NewsGuard, on avait reçu Chine Labé à ce micro, qui eux référencent, analysent, classent et labellisent les sites d'information et à l'aide d'un plugin et de listes permet de s'y retrouver dans la fiabilité. Mais tu te dis effectivement qu'un Facebook qui permet la publication de posts sponsorisés d'un site pirate qui se fait passer pour le Parisien, voilà, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un tiers entre deux ou un label ou des comptes certifiés? Parce qu'effectivement, voilà, Facebook, on vérifie moins. Si on voit le Parisien et tout ressemble dans la charte au Parisien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font berner, qui peut-être même ne cliquent pas, mais en fait le message passe et puis ça plante la graine du doute, ça plante des idées et c'est évidemment très dangereux pour la démocratie. C'est une super transition quand tu me parles de NewsGuard puisque on a repéré cette news toujours un peu dans cette veine de classer, de certifier les sites d'information. NewsGuard s'attaque cette fois-ci au podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, donc le podcast du coup écosystème qui évolue beaucoup et qui s'institutionnalise, qui commence à un peu qui commence, c'est un grand mot, c'est pas un grand mot, au contraire, il a déjà bien commencé, mais en tout cas NewsGuard qui arrive à certifier la crédibilité des podcasts d'information. Donc pareil, arriver à avoir un certain niveau d'exigence sur l'information qui est relayée sur les flux audio. Et surtout, ça va aider le secteur à se crédibiliser pour ce qui est des annonceurs, mais de la même façon que, par exemple, justement, un site internet peut être approuvé par NewsGuard, et du coup, cela va permettre de ramener des annonceurs parce qu'ils sauront ils auront des espaces beaucoup plus safe, beaucoup plus crédibles, beaucoup plus qualitatifs. Donc, ça va ouvrir, en tout cas, accélérer un peu plus le champ des possibles côté annonceur pour les podcasts. Ouais, toujours la question de la brain safety, hein, ultra importante dans le secteur publicitaire. Et on le sait, les podcasts pour la monétisation, il y a encore énormément de choses à faire. C'est parfois dur de le monétiser. Et donc, quand on est sur du podcast d'information, voilà, on peut avoir des doutes. Donc, ces labels sont toujours les bienvenus. Ils visent 200 principaux podcasts d'information certifiés d'ici la fin d'année 2023, début 2024. Et dans l'article sur le site newsguardtech.com, dont je mettrai le lien dans les notes de cet épisode, il nous explique, il nous déclare que les évaluations seront réalisées par les analystes de NewsGuard selon des critères journalistiques apolitique et transparent. Et il le publie à chaque fois. C'était le cas, quand on avait eu Chine à ce micro, elle expliquait bien un peu tous les critères, la trame qui permet de certifier ça. Mais moi, je trouve ça vraiment une bonne initiative. C'est bon pour le secteur des podcasts, c'est bon pour le business et c'est bon aussi pour la lutte contre la désinformation, qui est toujours un sujet un peu de fond compliqué, comme on vient de le voir là juste précédemment avec l'exemple du Parisien. Donc bravo NewsGuard pour cette initiative sur les podcasts, très bon pour ce secteur. Mercato, la news Mercato de la semaine. Alors, il y a toujours plein de choses à dire. On a essayé de retenir les principales
Vice en défaut de paiement, donc c'est le New York Times qui l'annonce, ils sont en banqueroute. On en avait parlé, on avait parlé de BuzzFeed. Voilà, c'est un peu la fin d'une période de journalisme un peu flamboyant, un peu rock'n'roll et pas mal de choses et de dérives. Hein. Il y a eu quand même pas mal de dérives et de bad buzz du côté de chez Vice. Cette fois, c'est en défaut de paiement. Je sais pas si c'est un média que tu suivais de près, ça te touche ou pas, si, la fin de Vice. C'est le média un peu cool, jeune, avec des sujets un peu insolites et qui avait super bien réussi à arriver sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est toute une image. Je suivais aussi pas mal tout ce qu'ils faisaient, mais au niveau des événements et de la pub. Donc ouais, c'est toute une... La fin d'un modèle aussi, hein, quelque part, c'est ces médias gratuits, financés par la pub, très très sociaux. C'est vraiment le parallèle avec BuzzFeed et là, c'est la difficulté de durer comme ça. Alors après, il y a eu des levées, il y a de la croissance, on cherche la croissance, il y a des croissances d'audience, mais la rentabilité n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Donc, clap de fin pour Vice. Un autre gros acteur qui, lui, change de propriétaire, c'est le groupe Forbes. Voilà, donc pas forcément de gros commentaires à faire dessus, mais qui change de propriétaire pour une valorisation quand même assez importante, hein, 800 millions de dollars, qui prouve quand même encore la puissance de Forbes, qui est une très très belle marque. Ils avaient tenté, le propriétaire cherchait à le vendre depuis déjà quelques années. Ils avaient loupé une introduction en bourse et donc maintenant ça change de main. C'est un article d'Axios qui relate cette news et vas-y. Il y a un petit, il y a le sujet en fait de Forbes, c'est que la vente à chaque fois devait se faire à des investisseurs étrangers et là ils sont encore peut-être un peu encore à la frontière même d'avoir des investissements étrangers. En fait, les régulations américaines voudraient pas que ça passe dans des mains étrangères. Donc, je crois qu'ils doivent encore étudier la structure du deal, savoir qui va vraiment mettre de l'argent et donc savoir où Forbes va aller, mais à surveiller, quoi. Exactement, à surveiller. On en parlera évidemment. On revient en France pour ce petit mercato. News de la lettre A que j'ai vu passer aussi il y a quelques jours. Donc les éditions du Croc Futur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça comprend évidemment Challenge, Science et Avenir de Claude Perdriel qui va passer définitivement dans le giron de LVMH d'ici 2 ans. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu, il y avait déjà une participation de LVMH qui avait repris 25%. Alors, je dis ça de mémoire. C'est 40. Je sais que 40. Il y avait déjà 40%. Voilà. Après l'aventure Renault, c'était LVMH. Et donc là, voilà, il semblerait que Claude Perdriel soit décidé à passer la main après toutes ces années dans les médias. Et donc, c'est LVMH qui, évidemment, était bien placé pour reprendre ces belles marques. Commentaire sur cette news ? À voir comment tout le paysage, encore une fois, évolue en France. Toi, comme moi, on a cette carte du monde diplomatique sur qui possède quoi dans le paysage médiatique français. Donc, il va falloir encore la mettre à jour. Mais voilà. Exactement, donc du travail pour Acrimed et le monde diplomatique qui font ça en collaboration. Oui, et donc le sujet de la concentration des médias qui est toujours présent et pour le meilleur, pour le pire, vaste sujet dont on débat souvent en interne chez Cosa Vostra. C'est bien pour ces marques parce que c'est des belles marques et qui doivent continuer leur transformation et ça coûte cher et ça prend du temps. Hein. On en parle avec Pierre Louet de LVMH et toujours le revers de la médaille, c'est plus il y a de concentration, plus il y a de pression, parfois des interférences, parfois du lobbying en interne, plus ou moins marqué. Donc il faut se battre aussi avec ça. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle pour le pluralisme et le maintien des titres, et à la fois une mauvaise pour cette concentration et ces raisons de rachat qui sont pas toujours hyper clair ou annoncé. En tout cas, voilà encore une belle marque, j'allais dire fleuron de la presse, en tout cas le travail de Claude Perdriel qui était très bon sur ces titres-là. D'ici 2 ans, le cap est fixé par Claude Perdriel dans cet article de la lettre A.
Dernière news de cette pastille actu, un article très cool dont je vais te laisser parler dans la revue des médias de l'INA, super revue. Vous qui travaillez dans les médias, je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter, à aller suivre tous ces articles de fond. Il y a pas une énorme production, mais c'est toujours de très grande qualité. Et donc là, c'est Mathieu Deslandes qu'on a déjà reçu dans une pastille actu, qui fait une plongée dans Télé 7 jours, les coulisses de Télé 7 jours, le plus grand hebdomadaire en termes de tirage, 840 000 exemplaires par semaine. Et qu'est-ce qu'on y découvre ? Déjà, rien que le sujet, mais immersion dans Télé 7 jours, il en parle dans l'article, mais c'est vraiment le Télé 7 jours, la relique, ce qui trône souvent sur la table du salon et qu'on achète. Et aujourd'hui, peut-être pour les générations plus jeunes, on se demande comment est-ce qu'on pouvait acheter et se plier à l'exercice d'aller entourer les grilles de programme du Télé 7 jours à chaque fois. Et du coup, Mathieu se rend dans ce bureau et tout est encore très puissant, vibrant. Au niveau marketing, c'est assez marrant parce qu'il nous parle du coup de tous les apprentissages de Télé 7 jours, mais le fait que, par exemple, sur la couverture, les femmes fonctionnent mieux que les hommes, sauf Alain Chabat, qui est l'exception. Les duos, je ne sais plus exactement, mais fonctionnent moins bien. Marchent moins bien que les personnes seules. Donc, il y a vraiment tout. Ils ont vraiment cerné leur public, et je pense que sur niveau marketing, c'est super intéressant. Et il y a aussi, en fait, on se rend compte que je trouve, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que le public, du coup, est principalement âgé et situé en province, et ce qui est assez particulier pour le titre qui est situé à Paris. Et du coup, il raconte cette anecdote du responsable qui appelle en fait sa mère située en région. Il se sert en fait de sa mère comme étalon de valeur pour savoir si quelqu'un est connu ou non. Si c'est seulement un effet à Paris, juste un petit acteur qui commence à se faire découvrir à Paris, ou si c'est déjà connu des personnes en région. Donc il y a vraiment ce sujet de la connexion au réel, de vraiment, il n'y a pas que Paris, il y a aussi en fait l'audience surtout qui est en région, et puis d'une classe d'âge différente. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y a justement ce rapport au lecteur, puisque l'angle au départ de l'article est vraiment aussi comment Télé 7 jours s'adapte au streaming, puisque c'est un sujet important. On en avait parlé avec Antoine Dacor au lancement de Diverto. Aujourd'hui, un magazine, avant il y avait, on va dire, 6 chaînes, c'était simple, puis il y a eu le câble, maintenant il y a le streaming, donc des choses qui sont totalement désynchronisées, enfin asynchrones, délinéarisées. Et ils ont, comme tu l'as dit, pourtant encore un lectorat assez âgé, hyper habitué et réfractaire parfois au changement. Donc c'est comment ils arrivent à s'adapter au streaming en respectant les lecteurs qui sont très demandeurs ils sont très conservateurs encore, parce que très conservateurs. Ils racontent qu'ils reçoivent des plaintes quand ils touchent un tout petit peu la structure du magazine, quoi. Ils mettent 3 colonnes au lieu de 5, ou l'inverse. Ils reçoivent des lettres de lecteurs qui se plaignent. Limite, pour Diverto, ça doit être plus simple du coup de lancer un nouveau produit plutôt que d'adapter Télé 7 jours, quoi. Mais en même temps, du coup, il y a tout ce courrier des lecteurs et cette relation qui s'est fait avec le Télé 7 jours qui est hyper précieuse, je pense, pour avoir des retours. Et ils essayent vraiment, justement, il y a eu ces changements de présenter les programmes sur 5 colonnes au lieu de 3. Ils ont reçu un nombre incalculable de plaintes en une semaine et ils ont fait marche arrière. Donc il y a vraiment ce souci du lecteur, quoi, finalement, qui est là, et cette relation spéciale, ils sont là pour ceux qui les lisent. Ouais, et puis et ce que je trouvais aussi un peu marrant ou touchant, c'est que on sent qu'il y a eu une période où il y avait une espèce de toute puissance de ce magazine et donc qui représentait un peu les intérêts des téléspectateurs et pouvait presque dicter certaines décisions aux chaînes sur leur choix, etc. Tellement il y avait de puissance derrière. C'est évidemment plus le cas, même si elles continuent de se parler régulièrement, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir ce que pensent 840 000 personnes de tes programmes. Mais les lecteurs pensent que c'est toujours le cas et se plaignent de certains programmes, demandent au journal d'agir, etc. Et je trouve ça assez rigolo. On sent que voilà, c'est un monument qui a de la puissance des enjeux, plus aussi puissant qu'avant, mais encore intéressant. Et puis ce courrier des lecteurs, il y a tout ce passage sur le courrier des lecteurs qui est très drôle, avec plein d'anecdotes, de choses qui sont demandées, etc. par les lecteurs, des choses les plus insolites ou plus sérieuses. Je trouve ça hyper intéressant. Et un monument quand même qui est encore
pas mal présent parce que du coup c'est presque 1 million d'exemplaires quoi, donc c'est quand même fou. Et en fait aujourd'hui je pense qu'il souffre un petit peu de son image un peu vieillotte Télé 7 jours, justement de trôner sur la table du salon chez les grands-parents ou les parents. Il raconte, Mathieu, que par exemple les stars américaines n'hésitent pas à faire la couverture parce que eux ils regardent juste les chiffres. Pour eux il y a une grosse diffusion, donc on fait la couverture, alors qu'en France les acteurs ont plus tendance à bouder Télé 7 jours parce que question d'image, question de marque, ils veulent pas y être associés quoi. Oui, c'est sûr que c'est plus glamour d'être en couverture de Vanity Fair que Télé 7 jours, et pourtant en termes de puissance de diffusion et de ton image, c'est sûr que ça n'a pas, il y a pas de comparaison possible. Et super curieux de voir du coup comment le streaming va être de plus en plus intégré là-dedans. Et il donne un petit aperçu, mais comme quoi l'application Télé 7 jours aussi et le site sont complètement utilisés par d'autres personnes qui lisent pas du tout le journal papier quoi. Donc voire ne connaissent même pas son existence et sont juste à consommer des petites pastilles actu, des reprises. Et là pour le coup, vraiment avec les codes d'aujourd'hui, des titres très aguicheurs, des reprises de la télé-réalité qui font un peu le buzz, etc. Et donc qui fonctionnent bien en termes d'audience, mais c'est presque un autre média que le print dont on parle. Donc il s'adapte, mais encore une fois pour des publics différents. Donc super article, pareil, bravo Mathieu, je mettrai l'article, le lien dans les news. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as autre chose à nous partager, Robin? Non, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Eh ben écoute, merci à toi pour tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.